Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Partagez le direct. Connectez-vous, partagez le direct, on va quitter ici. Mettez-vous en ligne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à quitter ici. Partagez le direct. Partagez le direct en quitter ici. J'espère que vous allez très bien. Alors, ils ont restreint ma page suite à ma vidéo sur le cas de la France, où j'ai dit pourquoi la France a menti aux pays africains pendant longtemps. Suite à cette vidéo, ils ont restreint ma page Facebook et aussi ils ont attaqué YouTube. Comme quoi, je ne devrais pas dire, bon, je ne sais pas quoi, mais ils n'ont pas voulu que la vidéo touche beaucoup de personnes, donc ça a été restreint et ceux qui n'avaient pas encore vu la vidéo, ils ne peuvent plus la voir. Pourtant, ceux qui m'écoutent, ils savent bel et bien que je n'injure personne dans mes vidéos, je décortique et tout, mais bon, ils n'ont pas voulu que la vidéo touche un grand nombre de personnes, que ce soit sur YouTube ou Facebook. On ne met pas du non-respect du standard du Facebook et des trucs de YouTube, mais en aucun cas je n'ai jamais injuré qui que ce soit dans ma vidéo, et les mots que j'ai utilisés ont été des mots qui ont été bien choisis, qui sont utilisés quotidiennement, pas tous, mais bon, je comprends. C'est parce que la vidéo, je suis rentré en profondeur, j'ai expliqué les choses, voilà pourquoi ils ne veulent pas que cette vidéo touche un grand nombre de personnes, c'est tout. Donc voilà un peu. Je prends acte et je vous demande de continuer à vous abonner. On va faire ce genre de vidéos. On va faire plus de vidéos pour faire comprendre aux uns aux autres de ce qui se passe. Donc on va parler de l'OTAN. On va parler de l'OTAN, c'est très important. On va parler de l'OTAN, c'est très important. Voilà, nous allons parler de l'OTAN. On va parler de l'OTAN, c'est très important. On va parler de l'OTAN. Donc, abonnez-vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas front aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari des Oula. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra, chers parents, chers frères, chers amis, pour parler de l'OTAN. Pourquoi l'OTAN existe? C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ont leur manière de voir les choses. Et moi, j'ai ma manière de voir aussi les choses. Donc, je vais expliquer les choses à ma manière. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me dire, Guégué, tu n'es pas d'accord sur tel point, sur tel point, sur tel point. Maintenant, si vous êtes d'accord, vous pouvez aussi approuver et attester cela. Alors, donc, et la Chine est sur le point d'attaquer Taïwan. Pour ceux qui ne savent pas, Taïwan, c'est une île chinoise qui se trouve dans la mer de Chine. Et pendant la colonisation japonaise sur la Chine, il y avait certains Chinois qui étaient des traîtres. Et pendant la colonisation aussi britannique,
Vous devez savoir que les Britanniques, à un moment donné, ils avaient colonisé les Chinois. Et tout, les Japonais ont fait, les Britanniques ont fait. Et ils injectaient un poupounapou au sein de la Chine pour pousser les Chinois à être tous des fumeurs de poupounapou. Donc vous comprenez, quand je dis poupounapou, vous savez de quoi je vais parler. Et les Chinois se sont battus pour se libérer des Anglo-Saxons et des Japonais. Mais pendant cette libération, il y avait des traites. Et donc le régime communiste chinois mettait la pression sur ces traites-là. Donc ces traites-là, eux, ils fuyaient pour aller sur l'île de Taïwan, qui était protégée par les Anglo-Saxons. Donc là-bas, ils trouvaient, d'après eux, ils trouvaient la sécurité, la liberté et tout. Mais c'est une partie de la Chine. Et donc, les gens qui habitent là-bas, là, ils viennent de la Chine continentale. Et aujourd'hui, les Anglo-Saxons veulent faire passer ce territoire pour un pays, ce que la Chine ne reconnaît pas. Mais on va y arriver tout à l'heure. Nous allons y arriver tout à l'heure. Oui, je n'ai pas envie de dire le nom. Voilà pourquoi je dis poupounapou. Voilà. Voilà pourquoi je dis poupounapou. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Pourquoi l'OTAN existe? Pour ceux qui ne savent pas, cette idée de division du monde, ça a été créé par le monde occidental. Oui, cette idée de division du monde a été créée par le monde occidental. Parce que d'autres diront que le régime allemand qui était dirigé par le Führer avait signé un compromis avec le régime communiste dirigé à son temps par Lénine, Staline, et qu'il y avait le pacte germano-soviétique qui liait ces deux pays. Pourquoi les soviétiques avaient signé un pacte avec les Allemands? Personne ne va vous dire la vérité. En réalité, les soviétiques, ils voyaient déjà le danger allemand. Le danger des Allemands, où les Allemands passaient leur temps à conquérir les pays qui étaient aux alentours. Les soviétiques avaient vu les autres partenaires pour dire, ah, faisons un traité. Signons un traité pour se défendre contre le régime allemand. Mais qu'est-ce que les autres régimes ont dit? C'est-à-dire le régime français, le régime anglais. Ils ont tous refusé la demande de Moscou. Ce que Staline proposait pour dire un traité de défense commune, mais la France a refusé, l'Angleterre avait refusé. Ils ont dit non, 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 eux ils ne veulent pas signer de traité avec les soviétiques. Et donc, Staline, en connaissant le Führer, je n'ai pas envie de dire son nom, a fait dépêcher des gens pour aller à Berlin pour signer un pacte germano-soviétique. Ce pacte disait que si le Führer veut attaquer tous les pays, il ne faut pas les deux pays vont s'attaquer mutuellement. Et donc, dans ce pacte, la Pologne devrait être divisée en deux. Donc, les Allemands prenaient une partie et les Soviétiques prenaient une partie. Mais les Allemands n'avaient pas le droit d'aller attaquer le territoire soviétique. Voilà d'où est sortie cette histoire de pacte entre l'Allemagne et la Russie. Est-ce que vous comprenez? Entre l'Allemagne et soi-disant l'URSS. C'est parce que les Anglo-Saxons avaient refusé. C'est parce que les Français avaient refusé. Ils ne voulaient pas traiter avec les Soviétiques. Et donc les Soviétiques, pour empêcher les Allemands de les attaquer, alors ils avaient signé ce pacte. Et donc c'est leur refus de coopérer qui avait poussé les Soviétiques à signer un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Il faudrait que les gens le sachent. Parce qu'ils vont dire non, le Staline avait coopéré avec le Führer et tout. Mais qu'est-ce qui avait poussé Staline à coopérer avec lui? Qu'est-ce qui l'avait poussé à signer un pacte avec lui? Oui, c'est parce que les Anglo-Saxons, ils voyaient déjà à l'engrade de l'URSS un territoire
à conquérir. Et donc pour eux, il était hors de question de traiter avec eux. Il fallait leur faire la guerre. Est-ce que vous avez compris? Et suite à ce pacte, mais le Führer a attaqué la France. La France a été attaquée. Et c'est là qu'ils avaient compris que donc c'était important ce que les Soviétiques proposaient de signer un accord de défense commune. C'est là qu'ils ont compris. Alors c'est ainsi, quand ils ont été attaqués maintenant et que le général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre, il a commencé à envoyer des gens à Moscou pour dire avec un truc Churchill, envoyer les gens à Moscou pour dire bon, les Russes n'ont qu'à entrer dans la guerre et tout, mais les Russes refusaient jusqu'à ce que le Führer s'apprenne au territoire soviétique. C'est ainsi que les Soviets sont rentrés en guerre contre les Allemands. Et grâce à leur entrée en guerre, l'Allemagne a perdu la bataille, a perdu la guerre face à l'Union soviétique. Et donc l'Union soviétique a perdu au moins 27 millions de citoyens pour libérer. Donc les soviétiques ont été les premiers à atteindre Berlin, la capitale allemande. Une fois à Berlin, c'est là maintenant les anglo-saxons, les américains, les français, ils sont arrivés aussi à Berlin. Donc d'abord, voici un peu. Donc après la victoire sur l'Allemagne, il y a eu le partage de Yalta. C'est le partage de l'Europe. Est-ce que vous avez compris? Donc le partage de Yalta. C'est le partage de l'Europe. Donc les anglo-saxons, les français et les soviétiques à son temps dirigés par Staline. Donc ils ont partagé l'Europe. L'Allemagne était divisée en deux. L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et donc l'Est appartenait aux soviétiques, y compris la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie, tous ces pays-là, Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, tout ce que vous pouvez entendre, toute l'Europe de l'Est appartenait aux soviétiques et toute l'Europe de l'Ouest appartenait aux Américains. Oui, même s'il y a un accord entre les soviétiques et les trois États puissants en son temps, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Américains, mais l'Europe de l'Est, l'Ouest allait être sous la protection de l'Amérique, de l'oncle Sam. Et donc voici les accords qui avaient été signés. Suite à la signature de cet accord, Churchill refusait que cet accord soit signé. Churchill ne voulait pas qu'il y ait un accord entre l'Union soviétique et l'Europe de l'Ouest. Churchill avait même proposé à ce que l'Union soviétique soit combattue automatiquement. Il fallait combattre l'Union soviétique pour libérer l'Union soviétique, pour occuper les territoires de l'URSS. Mais l'Europe qui avait dépensé, qui venait de faire la guerre face à l'Allemagne, les Américains qui avaient apporté une aide colossale à la France et aux Anglais, voyaient que se lancer encore dans une autre bataille face à l'Union soviétique, ça n'allait pas être facile pour eux de remporter la victoire. Et donc c'était risqué. Au cas où ils perdaient, alors les Américains quittaient définitivement le territoire européen. Et donc ils ont dit non, ce n'est pas le moment de lancer une offensive, une guerre face à l'Union soviétique, il faut négocier. Et donc suite à ces négociations, les accords de Yalta qui ont permis de diviser l'Europe en deux parties. Et suite à cette division, les États-Unis d'Amérique ont créé l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui ont proposé à ce que l'Europe soit divisée en deux. Une fois divisée, ils ont proposé à ce que l'OTAN soit créée pour combattre l'Union soviétique. En ce temps, l'Union soviétique n'avait pas encore créé une coalition qu'on appelait le pacte de Varsovie. Ce n'était pas encore créé. Le pacte de Varsovie, c'est une sorte d'OTAN de plusieurs pays qui englobaient l'Union soviétique.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont les anglo-saxons qui ont proposé à ce que l'OTAN soit créée. Et l'OTAN avait pour objectif de combattre l'URSS. Donc, depuis la base, après la Deuxième Guerre mondiale, les anglo-saxons avaient en tête de combattre la Russie. Et qu'ils voyaient déjà la Russie comme leur ennemi numéro 1. Et donc, ils commençaient à faire une coalition pour les combattre. Et suite à la création de l'OTAN, je pense que c'était en 1900, la guerre finie en 1945, en 1956, l'OTAN a été créée et l'Union soviétique avait créé le pacte de Varsovie plus tard. Donc, voici l'idéologie dans laquelle les anglo-saxons étaient. D'abord, l'objectif numéro 1, c'était quoi? C'était pour empêcher l'Europe de l'Ouest de coopérer avec l'Union soviétique. Donc, d'abord, l'objectif numéro 1, c'était de s'accaparer des marchés de l'Europe de l'Ouest. Donc, les Américains trouvaient que l'Europe de l'Ouest était plus riche que l'Europe de l'Est. Et donc, les marchés de l'Europe de l'Ouest, il fallait consolider ça. Il fallait envoyer ça dans le giron des Américains pour avoir la domination totale du monde. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir la domination totale du monde. Parce que le dollar a commencé à prendre de la valeur suite à la Première Guerre mondiale. Parce que lors de la Première Guerre mondiale, c'était la livre anglaise qui dominait le monde, qui était la première monnaie du monde. Suite à cette guerre mondiale, alors la livre commençait à perdre sa valeur sur le plan mondial, jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale arrive. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, alors le dollar a commencé à prendre de l'ampleur. Et donc, les Américains, en verrouillant l'Europe de l'Ouest et en leur disant d'utiliser le dollar comme monnaie d'échange internationale, alors dans leur vision, ils imposaient déjà le dollar comme monnaie unique de transaction internationale. Jusqu'à ce qu'ils aillent signer un accord avec les Saoudiens pour faire du dollar le pétrodollar. Mais avant d'arriver au niveau des Saoudiens, ils avaient déjà en tête cette histoire d'imposer le dollar au monde entier. Et donc, pour pouvoir réussir leur coup, il fallait que les pays membres de l'UE, avant, ils n'étaient pas 27, ils étaient peu. Donc, l'Europe de l'Ouest, il fallait leur imposer le dollar pour que le dollar soit la première monnaie de transaction internationale. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas l'euro. Chaque pays avait sa monnaie. Même la France, dont vous parlez, avait le franc français, qui n'était pas une monnaie internationale. Et donc, les Français, même pour utiliser une monnaie globale pour pouvoir faire leur commerce international, il leur fallait le dollar. Donc, les Américains avaient déjà vu un marché, un grand marché en Europe. Et ils ne voulaient pas partager ce marché avec l'Union soviétique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une sorte d'OTAN pour pousser les pays de l'Europe de l'Ouest, disant que l'Union soviétique est l'ennemi à battre, qu'il n'y a pas la démocratie là-bas, c'est un régime dictatorial, il faut les combattre, ceci, cela. Et donc, en mettant ça dans la tête des pays de l'Europe de l'Ouest, alors ces pays-là voyaient la Russie ou l'Union soviétique comme ennemi. Et donc, le commerce entre l'Union soviétique et ces pays n'allait plus prendre de l'ampleur. Ça allait se rétrécir. Et donc, le marché américain venait maintenant sur le territoire européen. Donc, les Américains, ils produisaient chez eux, ils venaient vendre ici, en Europe ici, et ils gagnaient beaucoup d'argent. En matière d'armement, donc, ils empêchaient ces pays qui faisaient partie maintenant de l'alliance de l'OTAN, ils vendaient leurs armes à ces pays. Et donc, ces pays étaient interdits d'acheter de l'armement de l'autre côté des frontières. C'est-à-dire, ces pays qui faisaient maintenant partie de l'OTAN, ils étaient interdits d'acheter des armes auprès des trucs de l'Union soviétique. Et donc, l'Europe devenait un marché global de l'armement pour les Américains. Donc, le business des armes
ils venaient d'avoir un grand marché pour les armes, ils venaient d'avoir un grand marché pour leurs produits. Tout ce qu'on appelle céréales et tout, parce que suite à la guerre, mais l'Europe était dévastée. Il n'y avait plus de quoi à manger. Donc, eux, ils produisaient. Donc, les paysans, hein, les cultivateurs, comment on les appelle? Tous ceux qui produisaient, qui pouvaient produire, l'Europe était devenue un marché pour eux. Et donc, ils se faisaient beaucoup d'argent. Et ils ont profité pour imposer le dollar en neutralisant la livre anglaise. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, première vision numéro 1, s'accaparer du marché européen. Donc, à travers l'OTAN, les Américains s'accaparaient de l'Europe. Mais il y a une deuxième vision dont les gens ne vous parlent pas. Mais je viens. Alors, donc, deuxième vision, première vision, la vision commerciale. Deuxième vision, la vision militaire. Pourquoi? Parce que les Américains avaient peur, seuls, d'attaquer l'URSS. Parce qu'ils savaient qu'eux seuls, sans aucune coalition, dans une guerre, l'URSS matait les États-Unis d'Amérique. Et donc, pour la vision du monde, puisque l'URSS était un concurrent direct des États-Unis d'Amérique à travers le monde entier, les Américains ayant la peur au ventre d'aller sur un terrain en dehors de l'Europe et voir l'URSS en face, ce qui allait se transformer en une guerre nucléaire. Et donc, ayant cette peur au ventre, ils ne voulaient pas aller seul en guerre face à l'URSS. Et donc, en créant l'OTAN, ils savaient que en déclenchant une guerre avec l'URSS, ils allaient avoir des alliés fiables, comme l'Angleterre, la France et d'autres pays qui allaient leur venir en aide pour se battre contre l'URSS. Et donc, cela rassurait les Américains. Or, ces pays qui étaient contrôlés par l'Amérique, étaient en avance technologiquement parlant. Et donc, avec leur technologie, alors ça augmentait le poids militaire des États-Unis d'Amérique. Or, les pays de l'Europe de l'Est, technologiquement parlant, ils n'étaient pas à la pointe. Et donc, c'était la technologie de l'armement russe qui faisait leur lumière. Et donc, du côté de l'Est, c'est la Russie seule qui était puissante. Et au sein de la Russie, il y avait d'autres pays. Et donc, dans ces pays-là, c'est la Russie qui leur vendait des armes dans leur coalition. Donc, leurs armements, c'était l'armement russe. Mais au niveau de l'Ouest, il y avait l'armement américain qui partait dans les pays qui faisaient partie maintenant de l'OTAN. Mais ces pays de l'OTAN fabriquaient leurs propres armes, ce qui renforçait la force de frappe des pays membres de l'Ouest, de l'OTAN. Et donc, cela a donné l'orgueil aux États-Unis. Et ils ont cru que non, ils pouvaient être les gendarmes du monde. Parce qu'à partir de cet instant, il y a un article 5 qui stimule que si l'un des pays membres de l'OTAN est attaqué, tous les autres doivent se mêler là-dedans. Et donc, cette confiance poussait maintenant les Américains à intervenir partout dans le monde. Dès lors qu'ils étaient en confrontation avec un autre pays, ils appelaient leurs alliés de leur venir en aide. Et donc, cette assurance a fait qu'ils étaient considérés comme les gendarmes du monde. Ils intervenaient partout. Même en face de l'URSS, ils se disaient que même s'ils sont en guerre, les autres pays membres de l'OTAN, ils allaient venir s'immiscer là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voilà pourquoi l'Amérique a eu cet orgueil pendant longtemps. Parce que, pourquoi, après la dislocation de l'Union soviétique,
l'OTAN n'a pas disparu. Pourquoi ils n'ont pas fait disparaître l'OTAN? Parce que la crainte de la force militaire russe y était toujours. Et cette histoire de commerce de l'Europe, c'est-à-dire à travers l'OTAN, l'Amérique met la main sur l'Europe tout entière. Parce qu'ils ont élargi cette histoire des pays de l'OTAN. Et donc à travers l'OTAN, l'Amérique conserve toujours la première place de vente d'armes dans le monde. Donc le marché européen d'abord pour eux. Personne ne va lutter ce marché avec eux parce qu'ils savent que ces pays sont membres de l'OTAN. Et donc, qui dit pays membres de l'OTAN doit acheter l'armement américain. Donc, avec le marché global européen, ils sont les premiers vendeurs. Puisque aucune autre puissance ne va les défier sur le territoire européen. Et donc, le marché de l'armement européen appartient d'abord aux Américains. Donc, en allant sur cette base, déjà, ils ont conquis au moins un continent qui contrôle. Et à travers ce continent, ils vendent les armes. Et ce continent est riche. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et en dehors de ça, maintenant, les autres pays, les autres continents du monde, ils s'en vont lutter maintenant avec les autres puissances pour vendre des armes là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le marché d'abord. Et à travers l'OTAN, ils profitent de la technologie européenne parce que n'importe quelle invention, n'importe quelle invention technologique que l'Europe a, les Américains profitent de ça. Ils disent au nom du traité de l'Atlantique, des pays membres de l'OTAN, au nom de l'OTAN, vous devrez tout partager avec nous, vous ne devrez rien cacher. Et donc les Américains eux-mêmes, ils inventent leur technologie, mais en dehors de leur technologie, la technologie européenne, automatiquement, ils ont les regards sur ça, ils ont les yeux rivés là-dessus. Et donc, non seulement ils prennent leur propre technologie, et ils volent, ils prennent la technologie européenne, ce qui augmente leur capacité dans plusieurs domaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais leur technologie, ils ne veulent pas donner ça aux Européens. La technologie européenne, truc américain, ne vient pas en Europe. Ils ne donnent pas ça aux Européens. Mais la technologie européenne, eux, ils prennent ça pour envoyer ça aux États-Unis. Et donc, vis-à-vis entre les Américains et les Européens, il n'y a pas de concurrence. Les Européens sont leurs toutous. Et les Américains sont les vieux pères devant les Européens. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu sur cette base. Maintenant, ils n'ont pas disloqué l'OTAN d'abord à cause de ça. Mais il y a encore une deuxième branche. Et la deuxième branche, c'est quoi? C'est que... Excusez-moi. Viens, tu as été... Désolé, hein. Voilà. Donc, je disais, donc, le deuxième volet, c'est que les Américains sont toujours inquiets sur le plan militaire. D'autres, ils diront toujours qu'ils sont à la première place, la première puissance militaire du monde. Je n'en disconviens pas. Mais les Américains ont toujours peur. Et cette peur, c'est quoi? C'est que les Américains savent que la Russie existe, la Chine existe. Et donc, dans leur vision, ils se disent, ils ne veulent pas se retrouver seuls à seuls dans une confrontation entre la Russie ou la Chine, sans aucun allié. Parce que ça signerait
leur défaite, ça signerait leur faiblesse, ça montrerait leur faiblesse dans le monde. Viens. Tiens. Viens. Donc, ça signerait leur faiblesse. Et le monde entier saura qu'ils sont faibles militairement parlant. Être sur le plan militaire, ils ne pourront pas battre soit la Chine ou la Russie. D'où cette histoire de maintenir l'alliance ou même d'agrandir l'alliance au cas où il y aurait une guerre, un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Ils savent que leurs alliés vont les soutenir automatiquement. Mais vers la fin de la guerre, ils vont dire que ce sont les Américains qui ont battu. Parce qu'eux, ils ne calculent pas leurs alliés en fait. Ils ne vont pas mettre leurs alliés en valeur. Ils vont se mettre en valeur eux-mêmes. Et ils vont minimiser leurs alliés. Ils vont dire non, les États-Unis ont battu. La Russie, les États-Unis ont battu. Hein, soit en tout cas la Chine. Mais ils ne vont pas dire que leur coalition a battu tant. Non. Et donc, c'est dans cette vision-là qu'ils sont. Parce que de nos jours, ils savent qu'il y a des puissances qui contestent leur suprématie. Il y a des puissances qui ne veulent pas que les Américains soient les gendarmes du monde. Et pour eux, pour jouer le rôle de gendarmes du monde, il leur faut une vaste coalition internationale. Comme ça, ils vont jouer toujours ce rôle. Parce qu'ils vont se dire, à travers ces différentes coalitions qu'ils vont créer à travers le monde, aucun autre pays, aucune autre puissance ne va s'apprendre à eux. Parce que s'apprendre à eux, ça veut dire s'apprendre à tous ces pays qui sont dans leur coalition. Et donc, ce qui va faire qu'ils vont agir comme bon leur semble. Parce que derrière eux, il y a tout un nombre de pays qui les soutiennent. Est-ce que vous comprenez? Ces pays-là les soutiennent. Et donc, la puissance en face va réfléchir et va faire des concessions. Voilà pourquoi ils tiennent des discours guerriers. Ils se jouent les durs. Et c'est ce qui se passe en Ukraine. Les Américains n'allaient pas s'engager à vouloir soutenir l'Ukraine sans ses alliés. Et ils sont conscients. Malgré leur coalition, malgré qu'ils sont 40 pays à soutenir l'Ukraine, ils pleurent. Les 40 pays-là pleurent que non, ils n'ont plus de stock d'armes. Est-ce que vous comprenez même? Ils sont dans une coalition internationale. Les armes ukrainiennes même que les Ukrainiens y fabriquaient, même les armes de l'Union soviétique qui étaient en Ukraine, tout est fini. Ils ont tout, soit la Russie a détruit une grande partie, et puis les Ukrainiens ont utilisé une grande partie, et donc ils n'ont plus de véritables armes. Tout ce qu'ils ont, ce sont des petits kalash. Les armes qu'ils utilisent en ce moment, ce sont des armes occidentales. Sans l'Occident, l'Ukraine, c'est fini. Donc on ne compare pas l'Ukraine à la Russie. Pour ceux qui disent non, devant l'Ukraine, la Russie n'arrive pas. Devant l'Ukraine se cachent 40 pays qui se cachent derrière l'Ukraine pour faire une guerre de proxy à la Russie. Il faudrait que des gens comprennent cela. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez rien comprendre. Parce que l'Ukraine n'a pas cette capacité de produire les armes en ce moment-là et continuer l'affrontement face à la Russie. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour tenir dans la durée, il faut avoir une industrie d'armement capable de produire pendant une guerre pour alimenter en armes les soldats qui sont sur le terrain. Que ce soit les armes et les munitions. Mais l'Ukraine n'a pas cette capacité parce que dès les premières heures, la Russie a détruit l'industrie de l'armement ukrainien. Vous devez comprendre cela. Donc l'Ukraine n'avait plus cette capacité de produire encore des armes pour pouvoir continuer à affronter la Russie. Et donc si l'Ukraine résiste et que l'Ukraine a encore des armes, c'est parce que derrière l'Ukraine se trouve tout un continent.
l'Europe et l'Amérique, une grande partie des trucs de l'Amérique, qui soutiennent, hein, ces gens-là soutiennent l'Ukraine. Et donc, c'est une guerre de proxy. Donc, une guerre de l'OTAN face à la Russie par Ukraine interposée. Donc, vous devez comprendre cela. Une fois que c'est rentré, vous devez comprendre que la Russie est puissante. Malgré leur coalition, ils se plaignent que non, ils n'ont plus de stock. Et d'autres commencent à dire, ah ben nous on ne va pas vider tout chez nous. Parce qu'on a trop donné, à un moment donné, voilà, ça diminue, on ne peut pas tout vider pour vous donner. Si on vide tout là, nous-mêmes, on va utiliser quoi chez nous? Donc, vous comprenez que ces pays-là, ils se disent qu'ils sont dans une coalition, mais ils n'avaient pas prévu un jour de faire un affrontement d'une intensité pas possible. Parce qu'ils ont oublié. Ils pensaient que ce sont les pays africains ou bien les pays arabes qui ont pour habitude d'attaquer. Et puis, en un mois ou bien en 15 jours, c'est fini. Mais non, ils sont face à une Russie qui a une très grande industrie d'armement. Des armes lourdes, des armes légères, des armes trucs en poids plume, des armes. Ils alimentent l'Ukraine. Mais leur stock d'armes finissent et la Russie est sur pied. Et eux, la Russie est très armée. Mais au début, c'est pas eux qui disaient que non. La Russie n'a plus d'armes, ils n'ont plus de chars, ils n'ont plus de canons, ils n'ont plus de munitions. Les soldats, le moral des soldats russes est en baisse, ceci, cela. Mais aujourd'hui, ils commencent à reconnaître que les Russes, ils sont sur pied. Et qu'en matière de trucs d'artillerie, ils ont des milliers d'artilleries, ils ont des milliers de trucs de munitions, et que les usines de production de munitions russes continuent toujours de produire. Et les Occidentaux, leurs usines de munitions ne sont pas capables de produire le même nombre, ce que la Russie produit. Et donc, eux-mêmes, ils commencent à reconnaître leurs faiblesses, d'où les appels de négociation. Parce qu'ils savent que dans la durée, ils ne peuvent pas tenir. Leur pays ne peut pas tenir. Puisque l'Ukraine n'a plus une industrie d'armement capable de fabriquer des munitions, produire des missiles, produire des avions pour faire truc. Et que si l'Ukraine continue, c'est grâce aux Occidentaux. Et donc, les Occidentaux seront dans l'obligation de prendre leurs propres armes pour donner. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent donner ce qu'ils ont comme armes. Les armements, dernier cri, ils doivent vous donner. Dans le cas contraire, s'ils ne veulent pas donner, l'Ukraine tombe. Maintenant, s'ils ne veulent pas que l'Ukraine tombe, et que dans leur vision, il faut battre la Russie militairement parlant, donc qu'ils soient aussi prêts à vider leur stock, à donner tout ce qu'ils produisent, leurs industries d'armement produisent, ils n'ont qu'à donner ça aux Ukrainiens. Et dans le cas contraire, si la guerre dégénère, ils auront des problèmes. Puisque leurs usines de production de trucs d'armes ne sont pas encore attaquées. Personne n'a détruit ça, mais ils sont incapables de produire assez d'armes. Donc, vous comprenez. Alors, donc, la Russie, lorsqu'on voit, la Russie est une très grande puissance. Parce que tous ces pays que vous voyez, tous les pays membres de l'UE, je défie quiconque. Je dis tous les pays membres de l'Union européenne. Je n'ai pas aucun... Même on n'a qu'à mettre l'Angleterre qui n'est pas membre de l'Union européenne. Prenez ces pays-là un à un. Je dis bien un à un. Et dites-moi le nom d'un seul pays capable de faire une guerre de haute intensité face à un pays armé soutenu par 40 pays et que ce pays européen tient. Il n'y en a pas en Europe. Oui, oui, oui. Je mets quiconque au défi.
Si vous ne me comprenez pas, je m'explique. Imaginons que la France, la Suisse fabrique ses armes. Ok. La Suisse fabrique ses armes. Je prends le cas de la Suisse, même si c'est un petit pays, mais prenons le cas de la Suisse, par exemple. Parce que l'Ukraine est grand que la France. Mais prenons le cas de la petite Suisse. Ou bien prenons même le cas de l'Espagne. Est-ce que vous comprenez? L'Espagne n'est pas une grande puissance. N'a pas des armes nucléaires. Donc prenons le cas de l'Espagne. Imaginons que la France veut occuper, ou bien la France conteste certaines régions, ou bien certaines villes espagnoles. Et le président Macron décide de lancer une opération spéciale militaire sur le sol espagnol. Et donc on déclenche les hostilités entre la France et l'Espagne. Soit disant la France est la troisième puissance militaire mondiale. Après la Chine. Non, quatrième puissance militaire du monde. Après la Chine. Ok. Donc cette France se permet d'attaquer l'Espagne pour occuper soit Barcelone, ou bien occuper Malaga, ou occuper, je ne sais pas, les villes espagnoles. Les hostilités se déclenchent. Et en face, 40 pays se mettent derrière l'Espagne pour donner des armes à l'Espagne. Pensez-vous que la France peut tenir pendant un mois? Non. Si c'était le cas, et que 40 pays, les mieux armés du monde, soutenaient l'Espagne face à la France, les Espagnols même vont rentrer jusqu'à Paris. Ils vont mater les Français. Non seulement ils vont chasser les Français sur le territoire espagnol, et ils vont les poursuivre jusqu'à Paris, jusqu'à devant les Champs-Élysées. Parce que l'armée française ne peut pas contenir cela, ne peut pas tenir pendant un mois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Prenons l'Angleterre. L'Angleterre qui est là. On dit une grande puissance militaire. Imaginons que l'Angleterre se permettait d'attaquer, il ne serait-ce que, même la Belgique. Soi-disant, l'Angleterre conteste certaines villes belges. Et que l'Angleterre se permettait d'attaquer la Belgique, qui n'est pas une puissance nucléaire. Et que les Belges lancent une mobilisation nationale. Font appel à une coalition internationale de mercenaires. Et 40 pays, les mieux armés, les mieux équipés du monde, décident de soutenir les Belges. Ils donnent des armes, ils donnent des conseillers, ils donnent sur le plan de l'information des satellites, guerre, guerre informatique, guerre cyber, guerre dans tous les domaines. Vous pensez que les Anglais peuvent tenir? Mais non. En 2 semaines seulement, ils vont mater les fesses des Anglais. Eux, ils vont commencer à courir pour aller à London. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Je prends le cas des États-Unis d'Amérique. Parce qu'avant, la technologie n'était pas encore avancée. Est-ce que vous comprenez? La technologie n'était pas encore avancée. Les Américains avaient fait quoi? Parce que la Corée du Nord et la Corée du Sud, les Américains avaient divisé la Corée. C'était une seule Corée. Ils avaient divisé la Corée. Ils ont pris le Sud et ils ont épargné le Nord. Jusqu'à le grand-père de Kim Jong-un, le dirigeant actuel, il a décidé de conquérir le reste de la Corée. Et donc, il avait lancé une opération militaire face à la Corée du Sud. Mais la Corée du Nord prenait de l'avantage. À son temps, il y avait encore Staline, Joseph Staline, le dirigeant russe, le dirigeant de l'URSS, il était encore en vie.
Et donc le père, le grand-père de Kim Jong-un, lui qui est au pouvoir là, il allait demander l'approbation de Staline, Joseph Staline, l'ancien dirigeant de l'URSS. Est-ce qu'il pouvait lancer l'opération? Staline lui a dit oui, il faut lancer l'opération. Est-ce que vous comprenez? Et il a lancé l'opération. Mais toute la Corée était déjà envahie. C'est-à-dire que la Corée du Sud était presque prise. Mais les Soviétiques, ils n'étaient pas engagés directement dans la guerre. Ils n'étaient pas directement engagés dans la guerre. Eux là, tout ce qu'ils donnaient, ils donnaient des avions. Ils disent, tenez des avions, tenez des armes, allez-y, faites la guerre. Mais la Corée du Sud était presque envahie. Il restait une petite partie. Quand les Américains ont... C'est quand les Coréens du Sud ont appelé les Américains ont débarqué en Corée du Sud avec leurs alliés. Ils ne sont pas partis seuls. Ah oui, oui, oui. Ah oui, des gens ne savent pas. Ils ne sont pas partis seuls. Hein. Ils sont partis avec leurs alliés. Il y avait les Anglais, il y avait les Français, il y avait les trucs, comment on les appelle, l'Australie. C'est-à-dire ils ont fait une coalition pour aller secourir les Sud-Coréens. Mais ils vont vous dire les Américains contre truc. Non, 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 non. Que les Américains ont bombardé la Corée du Nord, ceci, cela. Mais c'était une coalition, ce n'était pas l'Amérique seule. Ils ne sont jamais partis en guerre seuls pour gagner. Toujours, toutes les guerres qu'ils font, ils partent toujours coalisés. Et donc, ils sont partis, ils ont fait des débarquements, des aviations, ils ont commencé à bombarder la Corée du Nord. Ils ont repoussé les troupes nord-coréennes. Parce qu'auparavant, les Russes, les Soviétiques, ils n'étaient pas engagés là-bas militairement. Ils donnaient des trucs, des appareils. Donc les Américains et leurs alliés ont commencé à repousser les troupes nord-coréennes. Ils les ont repoussées jusqu'à arriver à un certain niveau. Ils avaient même voulu utiliser la bombe nucléaire parce que sur le terrain même, ils avaient aussi des difficultés. Est-ce que vous comprenez? Les Américains, c'est des gens, quand ils ont des difficultés, automatiquement, c'est l'histoire de bombes nucléaires qui viennent dans leur tête. On va larguer bombe nucléaire. Donc, ils pensaient déjà à vouloir lancer la bombe nucléaire. Mais d'autres les ont dissuadés pour dire, ah, faites très attention, l'Union soviétique aussi a des armes nucléaires. Donc, si on largue les bombes nucléaires en Corée du Nord, les retombées peuvent toucher l'URSS et la Chine. C'est qui poussera ces deux nations à rentrer directement en guerre contre les États-Unis. Et donc cela les a empêchés de larguer la bombe atomique sur la Corée du Nord. Est-ce que vous avez compris? Mais arrivé à un certain niveau, Joseph Staline a trouvé, il a dit non, 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 c'est inadmissible de laisser les Nord-Coréens se faire massacrer par les États-Unis, les Coréens du Sud et leurs alliés. D'où cette histoire, ce mystère des MiG, les avions MiG. Et donc les Soviétiques ont décidé d'envoyer des MiG. Mais c'était des MiG quoi? C'était des MiG 21. Des MiG, je pense que c'était des MiG 21. Des MiG 21. Ou bien des MiG 15. Mais les pays occidentaux ne connaissaient pas le secret de ces avions. Donc les Soviétiques, ils sont rentrés en action en Corée du Nord. Donc les pilotes nord-coréens étaient des pilotes soviétiques. Mais ils mettaient la peinture de la Corée du Nord sur les avions. Mais ceux qui pilotaient maintenant les avions, c'était des trucs des soviétiques. Quand les MiG sont rentrés en action en Corée, les appareils américains ont commencé à tomber. Mais allez-y demander. Les appareils américains ont commencé à chuter comme des bonbons dans le ciel de la Corée du Nord. Et donc, les Occidentaux ne comprenaient pas d'où venait cet avion. Ils ont réussi à détourner un MiG. Je ne sais pas si c'est MiG 15 ou MiG 21. Ils ont réussi à détourner ça pour amener ça au Japon, pour étudier cet avion. Parce qu'ils n'arrivaient pas à battre cet avion. Et cet avion fatiguait les avions occidentaux dans le ciel de la Corée du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont perdu beaucoup d'appareils. Maintenant, quand ils étaient à la... C'est-à-dire ils ont poussé les Nord-Coréens jusqu'à arriver à un moment, il restait un peu pour qu'ils prennent toute la Corée.
La Chine a dit non, il est hors de question que les Américains rétablissent des bases militaires à leurs frontières directes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était une coalition occidentale et sud-coréenne qui faisait la guerre à la Corée du Nord. Les Chinois sont rentrés en guerre directement face aux Américains. Est-ce que vous le savez? Que la Chine a déjà fait la guerre avec l'Amérique sur le territoire de la Corée. Mais beaucoup ne savent pas. Oui, les Chinois sont rentrés en guerre directe avec les Américains et les Occidentaux. Et les Chinois ont commencé à repousser les Américains. Toute la Corée du Nord, une très grande partie était prise déjà. Il restait un peu. Mao Zedong, il a dit c'est hors de question de voir les Occidentaux mettre des bases militaires à sa frontière. Et il lança une opération militaire sur le territoire coréen. Objectif pour repousser la coalition occidentale pour permettre à la Corée du Nord de prendre toute la Corée. Donc la Corée du Nord, avec le soutien de la Chine qui venait de rentrer en guerre face aux forces occidentales, ils ont repoussé la coalition occidentale. En ce temps, la Chine n'avait pas cette capacité qu'elle a aujourd'hui. Ah oui, oui, cette technologie que la Chine a aujourd'hui, la Chine n'avait pas ça. C'était les Occidentaux qui avaient la meilleure technologie. Mais cela n'a pas empêché les Chinois à repousser les Européens. Et ils ont poussé les Européens jusqu'à arriver à un certain moment. Les Européens, c'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont demandé des négociations. Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient en train de perdre la Corée. Et ces négociations, Mao Zedong a accepté parce que dans la période, Joseph Staline venait de mourir. Parce que c'est lui qui fournissait l'appui aérienne, c'est-à-dire l'aviation. Donc, non seulement l'Union soviétique envoyait des avions pour lutter contre les avions des pays membres de l'OTAN. Cette coalition qui leur infligeait des pertes énormes. Et sur la bataille terrestre, la Chine était rentrée en guerre. Et donc, ils poussaient tellement les forces sud-coréennes et la coalition occidentale qu'ils ont décidé de négocier. Ils ont dit il faut négocier pour arrêter la guerre. Et donc, comme Joseph Staline qui venait de mourir et son successeur ne voulait plus continuer la guerre en Corée, alors Mao Zedong a accepté les négociations. D'où les négociations. Et puis ils ont dit bon, il faut une ligne où l'ONU va rester, la Corée du Sud là-bas, la Corée du Nord ici. Mais ils n'ont pas signé un traité de paix. Donc voici un peu ce qui se passe. Donc l'Amérique seule n'a jamais fait une guerre face à un pays lourdement armé pendant de longs mois et vouloir gagner la guerre. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ce qui montre que la capacité militaire de la Russie est impressionnante. La Russie n'a pas encore reçu l'aide d'un pays quelconque, mais elle a des alliés. Mais elle n'a jamais fait appel à ses alliés. Malgré cela, les Russes avancent. Et puis, ils ne bombardent pas à tout va. Sinon, s'ils voulaient bombarder n'importe comment, ils allaient prendre l'Ukraine rapidement. C'est-à-dire, s'ils mettaient toutes leurs forces en Ukraine, ils allaient prendre l'Ukraine automatiquement. Mais leurs avions, les Tupolev, ceci, cela, ils n'utilisent pas ça. Ils n'utilisent pas leurs aviations de long rayon d'action. Ils n'utilisent pas ça. Ça et là, ils utilisent uniquement les trucs, les MiG-25, les Sukhoi 25, les Sukhoi 24, les Sukhoi 35, les Sukhoi 30. Ils n'ont jamais utilisé le Sukhoi 57, les Tupolev, où ils peuvent mettre des milliers de tonnes de bombes pour déverser. Ils ont la 100 bombes. C'est que les Américains ont lancé en Afghanistan pour impressionner qu'ils ont eu une grosse. Mais les Russes aussi ont ça. Mais ce n'est pas une bombe nucléaire. Donc, s'ils voulaient anéantir le palais présidentiel ukrainien, ils peuvent mettre cette bombe, la 100 bombe. C'est la mère de toutes les bombes du monde. C'est tellement balèze. Donc, même si Zelensky est caché au sous-sol, dans son bunker, s'il a de ça sur sa résidence à Tia, c'est fini pour lui.
Mais est-ce que les Russes ont utilisé ces bombes? Ça y est là, ça y est en Russie, la seule bombe qui n'est pas une bombe nucléaire. Hein? Ils ont une qui est nucléaire et puis ils ont d'autres qui ne sont pas nucléaires, mais qui font des tonnes. Ça fait des tonnes de trucs, de poids. Donc quand ça tombe douille, et puis c'est tellement balèze, ils peuvent mettre ça dans leur avion qui a la capacité de porter au moins 15 tonnes de trucs d'armement. Ils peuvent mettre ça, ça peut laguer ça sur Kiev, douille. Mais ça va tuer des milliers de personnes. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie de tuer des civils en laguant une telle bombe pour montrer sa capacité. Non. Mais si c'était les Occidentaux, ils allaient le faire. Ils allaient laguer une telle bombe. Donc ce ne sont pas les bombes, ce ne sont pas les avions qui manquent aux Russes pour en découdre avec les Ukrainiens. Mais ils gardent tout ça au cas où le jour il y aura une vraie guerre, un vrai affrontement face au monde occidental. C'est là que vous allez voir les vraies bombes russes. Donc voici un peu. Maintenant ce qui se passe en Chine, c'est inquiétant parce que le problème c'est l'Amérique en fait, qui est le cancer du monde, qui veut s'immiscer dans tout. Qui veut s'immiscer, les Américains, ils veulent définir qui est qui n'est pas qui. Oh, ils ne comprennent pas que le monde a changé. Et que les dictats là, ça ne passe plus dans ce monde. Mais tant qu'ils ne comprendront pas, le monde ira de guerre en guerre. Parce que les pays vont s'opposer. Et quand ils vont vouloir forcer, les gens vont déclencher des opérations militaires, comme en Ukraine. Et donc les Chinois, parce que qu'est-ce que les Américains ils font? Ils envoient des armes lourdes en Taïwan, ils signent des trucs, des accords de défense avec Taïwan, des traités, des trucs de commerce. Mais Taïwan appartient à la Chine. Et donc, ils ne peuvent pas signer des traités en dehors de la Chine. Et des accords qui sont en défaveur des trucs de Taïwan. Et en faveur des pays occidentaux. Et ils disent non, ils sont prêts à les défendre militairement parlant. Donc la Chine a commencé à s'énerver pour dire mais si vous continuez, nous allons lancer une opération militaire. Et nous sommes prêts à vous affronter militairement parlant. Donc les Chinois ont commencé à dire qu'ils sont prêts à affronter l'Amérique sur le plan militaire. Et que si ça continue, la Chine n'aura pas autre choix que de lancer une offensive militaire. Mais quand ça se passe comme ça, est-ce que le monde occidental parle? Est-ce que le monde, l'humanité tout entière parle? Mais il faut aussi parler aux Américains que les Chinois disent que c'est leur territoire. Et puis ce sont des Chinois qui sont là-bas. Taïwan, ce ne sont pas des Américains qui habitent là-bas, ce sont des Chinois. Ils parlent chinois. Les Jackie Chan, tout ça là, c'est chez eux, non? Ils parlent chinois, ils ont la même langue, la même culture, mais c'est un même peuple. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais vous voulez, coûte que cette partie de la Chine soit dans le cas occidental, soit un pays démocratique, et que le pays, que la Chine est une dictature, est un pays communiste. Mais quand c'est comme ça, quand la Chine voit que ses intérêts sont menacés, Taïwan est menacé, à un moment donné, ils vont déclencher les hostilités. Et après, ils vont faire campagne de diabolisation. Oui, les régimes dictatoriaux font les guerres, mais en réalité, c'est eux qui provoquent ces guerres. Donc, à un moment donné, il faut leur faire comprendre que ça suffit. Parce que vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu. Vous allez provoquer cette guerre. Et après, vous allez commencer à dire non, il faut sanctionner parce que c'est eux qui ont cherché par là. Donc, voici un peu le vrai problème. Mais Taïwan est mal placé. C'est-à-dire, si Taïwan, il y a un affrontement direct entre Taïwan et la Chine, les Chinois peuvent faire un blocus naval pour empêcher Taïwan de recevoir du ravitaillement. Les Chinois, certes, ils vont perdre beaucoup de navires parce que les Taïwanais vont mettre des missiles côtiers pour essayer de bombarder les navires chinois qui vont s'approcher. Mais si les Chinois réussissent à pénétrer au sein du territoire taïwanais pour mener la bataille au sein de Taïwan, ils pourront avoir d'autres sous-marins tout autour de Taïwan, des navires de guerre, pour dire nous ne voulons pas un autre navire étranger qui va vouloir traverser le blocus pour rentrer en Taïwan pour les alimenter en armes. Dans ce cas, on détruit le navire. Et donc, Taïwan va avoir du mal à recevoir des armes de l'étranger. Et sur le plan aérien,
Ils vont dire, mais ce blocus, nos navires sont là pour abattre n'importe quel avion qui viendrait dans le but d'alimenter Taïwan en armes. Dans le but d'alimenter Taïwan en armes. Chose qui n'est pas le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, la Russie a mis un blocus aérien, blocus naval. Donc les navires, les avions ne peuvent pas. Mais le problème, ce sont les voies terrestres, les voies ferroviaires. Parce qu'autour de l'Ukraine, il y a plusieurs pays. Donc ils font des trafics, ils font rentrer des armes, c'est ça. Mais si l'Ukraine était placée sur une île, mais la Russie allait réussir à verrouiller partout, empêcher des avions de survoler pour venir donner des armes à l'Ukraine, empêcher des navires de venir donner des armes à l'Ukraine. Et l'Ukraine allait se retrouver sans aucune défense. Mais là, l'Ukraine, géographiquement parlant, est bien située, ce qui fait que l'Ukraine reçoit toujours des armes de la part de l'Occident. Mais Taïwan, c'est contraire. Et puis, les Russes, ils ont reçu la garantie de la Russie. La Russie leur a dit, on va vous soutenir. Si vous voulez récupérer Taïwan, nous allons vous soutenir. Parce que les Russes, ils sont maintenant dans une gamme. Affrontement contre l'Occident. Et donc, même Maria Zakharova a dit, Taïwan appartient à la Chine. Et la Chine est dans son droit de récupérer Taïwan. Et eux, ils soutiennent ça. La Russie soutient l'action de la Chine. Et en ce moment, il y a des exercices militaires, sino-russes, qui se font en ce moment. Comment faire pour faire un débarquement sur Taïwan et tout. Et donc, il faudrait que ça soit clair. La Chine a reçu la garantie de la part des Russes pour dire qu'ils vont les soutenir. Parce que sur le plan technologique, en matière d'armement, les Russes, ils sont en avance sur les Chinois. Les Russes sont en avance sur les Chinois. Et donc, ils peuvent aider les Chinois. Si les Chinois ont besoin de certaines armes, les Russes peuvent leur fournir ça pour neutraliser Taïwan. Donc voilà, parce que c'est une expérience, ce que la Russie fait en Ukraine. La Russie peut partager son expérience avec la Chine pour dire voici comment il faut faire pour la neutraliser. Donc voici un peu. À moins que Taïwan se barricade pour mettre des mines tout autour de l'île pour ne pas qu'un navire accoste sur les trucs dans les ports taïwanais. Eux-mêmes, ils vont s'affamer, ils vont s'asphyxier. Parce qu'aucun navire commercial ne va encore débarquer là-bas. Donc voilà un peu. Alors, sur ce, on est ensemble. Et je ne vois pas un Occident qui va aller s'agencer, aller vouloir affronter la Chine. La Chine va recevoir l'aide de trucs de la Russie. Et même les Iraniens vont s'impliquer là-dedans. Et donc, ça va être du lourd là-bas. Ce n'est pas un Occident où ils vont faire trafiquer les armes sur la mer jusqu'à... Non, 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 non. Ils vont les repérer vite. Donc, voici un peu. Les prisonniers, on parlera de ça plus tard. Un autre jour. Sur ce, on se laisse. Ciao et bonne journée à tous et à toutes.